J'ai le grand plaisir de vous présenter Luigi Flora, docteur en sciences de l'éducation. On a fait notre doctorat dans la même session avec Jean-Louis Legrand. Et donc, à cette occasion, lors d'un séminaire doctoral, je lui ai fait découvrir la fasciathérapie. Et puis, j'ai continué à l'accompagner un petit peu pour son besoin personnel. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un statut particulier. On a parlé du praticien-chercheur et Luigi, il est patient-chercheur. Et c'est un pionnier dans le partenariat entre les patients et les professionnels de la santé. Il a construit des dispositifs d'apprentissage et de recherche où le patient est acteur de l'évaluation et de l'évolution des pratiques de santé. Donc actuellement, il est co-directeur du Centre d'innovation et de partenariat avec les patients et le public, où il intègre la fasciathérapie comme une thérapie complémentaire, voire comme un soin de support, où il va vous présenter le travail d'éducation populaire qu'il mène à travers une communication digitale. Donc, juste pour dire, je co-dirige dans une faculté de médecine un centre d'innovation avec un professeur de médecine. Donc c'est vraiment l'idée de véhiculer qu'on a une complémentarité des savoirs entre les patients et les professionnels. Et donc voilà, ce que je vais vous présenter en fait, c'est une application mobile de santé qu'on est en train de lancer, qui est une application mobile de santé qui s'appelle Avec P, donc avec les patients, les proches, les professionnels de santé en exercice et en formation, et la population. Ça, c'est qu'on est en train de créer tout un écosystème dans lequel on est en train de créer, j'ai entendu parler de santé publique ce matin, le premier entrepôt de données de santé publique qui sera vraiment un objet sensible, un moyen sensible de santé publique à mon sens. Et donc on a différentes pratiques de soins, dont la fasciathérapie. Et dans la fasciathérapie, on a décomposé le film qu'on avait fait il y a quelques années, effectivement, avec qu'est-ce que la fasciathérapie. Et donc, elle sera lancée. Mais là, si vous tapez sur le code barre, vous avez accès déjà à la page d'accueil. Et puis, Merci, Luigi, pour ton intervention. J'ai le plaisir à présent d'accueillir Agnès Hafnheim, le docteur Agnès Hafnheim, qui est médecin généraliste et psychologue. Depuis 20 ans, elle travaille au centre Primo Levi. Elle s'est particulièrement distinguée en intégrant le toucher de la fasciathérapie auprès des personnes qui ont été victimes de violences et qui, par conséquent, ont déjà été mal touchées. C'est le témoignage de son expérience et le bénéfice observé auprès de ces patients dont elle va vous parler. Merci, je remercie Fascia France et Christian Coureau pour leur généreuse invitation qui va me permettre d'avoir l'honneur et la chance de parler de mon travail et de mes patients. Alors le titre que j'ai choisi, c'est la fasciathérapie MDB, une voie thérapeutique pour les personnes victimes de torture. Le soin de ces personnes ne se cantonne pas à traiter des symptômes de stress post-traumatique ou une lombosciatique suite au mauvais traitement, mais à soigner la maladie la plus inhumaine, celle infligée par l'homme, mal radical après lequel le monde dépeuplé de semblables ne sera plus jamais le même. J'ai découvert que la fasciathérapie s'adressait et répondait à toutes ces pertes qui demeurent inaccessibles à l'acte médical, aussi bien qu'à la psychothérapie par la parole, et que le corps propre de mes patients, alors qu'il figure une défroque désinvestie, était un levier thérapeutique. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je voudrais vous présenter aujourd'hui Florence Delrue, qui est fasciathérapeute à Lille et qui exerce à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul en santé mentale depuis 2013. En tant que psychiatre, je suis très admirative et très reconnaissante qu'un tel travail de terrain existe et que tu aies repris le flambeau de ce précieux projet d'intégration de la fasciathérapie dans un cadre de soins pluridisciplinaires. Travailler auprès de patients souffrant de troubles psychiques ou de troubles des conduites alimentaires parfois sévères demande une expertise toute particulière et je te remercie de nous partager ici le fruit de ton expérience clinique et de tes réflexions. Donc j'ai à cœur de vous présenter aujourd'hui la place de la fasciathérapie en santé mentale en milieu institutionnel.
Une approche clinique, psychopathologique et nutritionnelle avec des psychiatres, des pédopsychiatres, des pédiatres, des médecins, des infirmiers, des psychologues et également des diététiciens. Et pour la partie à médiation corporelle, nous avons des musicothérapeutes, de l'APA, de la fasciathérapie, de la médiation animale, voilà tout. Alors la prise en charge donc des troubles de conduite alimentaire en fasciathérapie, je dirais que dans un premier temps, il est important d'instaurer un climat de confiance parce que ce sont des personnes qui ont la phobie du toucher, la peur de l'intrusion, l'anxiété intense. Donc on va les positionner en position de confort pour qu'elles puissent se déposer. Le toucher de relation sera doux et respectueux. Alors j'ai mis en biblio des travaux notamment qui ont fait l'objet d'une thèse de doctorat en médecine. Merci à vous. Merci beaucoup Florence. J'ai le plaisir à présent d'accueillir à nouveau Philippe Rosier, qu'on ne présente plus mais que je vais présenter quand même. Donc Philippe est une figure de la fasciathérapie en Belgique, mais pas qu'en Belgique. C'est un praticien, il a une expertise clinique, c'est aussi un chercheur et il a une casquette aussi d'enseignant. Et une des particularités qui a été soulignée, c'est que il s'est distingué à travers une recherche sur l'impact de la fasciathérapie sur la récupération mentale, physique et somatopsychique du sportif de haut niveau. Mais auparavant, il avait mené aussi un travail de master sur l'accompagnement par la méthode des enfants autistes. Donc, Merci beaucoup. Je tiens à préciser que je ne fais pas une communication scientifique, c'est juste un partage d'une expérience, d'un projet pédagogique qu'on tient, un projet collectif au Fascia Collège de Belgique. Et puis, on constate dans la patientèle de beaucoup de kinésithérapeutes, fasciathérapeutes en Belgique que le trauma est très présent. Et non seulement on a fait une catégorisation, 3 catégories grossières, c'est une catégorisation personnelle, hein. Mais la première catégorie de patients, ce sont les patients dont le docteur Admien vous a parlé de manière brillante, c'est le trauma conscient et partagé. Et dans l'application de la fasciathérapie, on a établi 3 phases. Première phase, c'est une phase de stabilisation. Et là, je vous avoue que c'est vraiment le domaine des fasciathérapeutes. On est hyper expert à stabiliser une personne après une souffrance. On a les outils d'ancrer dans le sol, d'ancrer dans son corps, de sentir ses contours, son volume, la ligne médiane. Ce sont vraiment nos outils. Mais je voulais juste dire, en lien avec ce qui a été dit ce matin, c'est qu'on prépare un article scientifique autour de ce sujet pour publier la richesse de notre travail. Voilà. Merci Philippe. Voici venu le temps de notre prochaine conférencière au direct du Québec, si la technique nous le permet. Donc je vous présente José Lachance, qui est docteur en sciences de l'éducation, voilà, qui est là, diplômée de l'Université de Sherbrooke, je me tourne vers toi. Elle est également chargée de cours à l'Université du Québec à Rimouski et formatrice et responsable d'un institut de formation en fasciathérapie au Québec. Et elle a effectué un travail considérable de recherche, de communication, de publication et de formation sur son travail dans le champ de la médecine puis de la santé intégrative. Et je lui laisse la parole. Merci José, à toi. Je commence par vous remercier et féliciter l'équipe organisatrice de ce grand événement. Deuxièmement, je vais vous présenter, je vais faire un survol en 10 minutes de mon projet de thèse et je n'aurai pas beaucoup le droit à la nuance, moi qui adore la nuance. Je vais me retenir. Et là, je vous dirais, attachez vos ceintures de sécurité parce qu'on va décoller. Ma thèse de doctorat a été faite au Québec et mes participants étaient en France. C'était une collaboration qu'on pourrait dire France-Québec.
Mon étude exploratoire était auprès de médecins pour voir l'effet perçu d'une formation corps-esprit fondée sur les pratiques du sensible, incluant fasciathérapie, somatopsychopédagogie. Next. Suzanne manque d'écoute de son corps dans son rapport à son corps et conscientise l'intimité du lien entre le corps et l'esprit. Donc, chacun à leur façon, ils ont changé leur rapport à leur corps, à l'exception de Philippe qui dit que non, mais il dit qu'il y a eu une révélation d'être rejoint dans la profondeur de son corps et l'ensemble de son être. Je trouvais ça intéressant. Next. Dans la qualité de présence à soi et aux patients, il y a 3 lieux que j'ai observés. Il y avait plus de présence et plus de disponibilité à l'autre. Il y avait une juste distance thérapeutique. Puis il y avait plus de singularité dans la relation patient-médecin. Mais j'ai envie de faire un petit écart. J'ai envie de remercier les participants de ma recherche. J'ai envie de remercier les 6 que j'ai gardés. Tous vos mots étaient en moi et je vous dirais que vous m'avez transformé et je vous dirais que ma thèse m'a redressée. Et j'ai joint ces compétences-là. On profite pour vous montrer son modèle. Exact. Tu m'offres la transition puisque notre prochaine conférencière est F. Berger-Grosjean, que j'accueille avec plaisir et honneur et bonheur. Donc, F. Berger-Grosjean est à la fois une grande amie et une grande conférencière, donc le plaisir de l'accueillir. Elle est docteure en sciences de l'éducation, chercheure au CERAP, professeure associée de l'Université du Québec à Rimouski. Elle a enseigné la fasciathérapie pendant plus de 20 ans et j'ai eu la joie de bénéficier de son enseignement et de ses recherches. Elle est aujourd'hui coach de dirigeants, superviseur et grâce à son approche issue de la fasciathérapie dont elle va nous parler, elle s'appuie sur l'intelligence du corps des professionnels. Merci. Ce qui m'a animée toute ma vie, c'est la continuité, ou je pourrais plutôt dire la transmission puissante qui existe entre la profondeur d'un vécu corporel et le sens qu'il peut prendre, puis ce que l'on peut déployer à partir de là comme potentiel d'incarnation et de création dans l'étendue du monde. Or, mes clients, de par les contextes où ils évoluent, vivent leur responsabilité comme une injonction de porter. Les dirigeants, porter, c'est leur culture. Ils portent tout, les projets qu'ils pilotent, les équipes qu'ils managent, parfois même leur hiérarchie et quasiment toujours également leur famille. Donc évidemment, ils épuisent leurs ressources physiques, émotionnelles, mentales, ils mettent en danger leur santé, c'est un vrai problème de santé publique. Et donc, je leur propose d'en faire l'expérience concrète grâce à des mouvements de gymnastique sensorielle que je choisis et que je mets en scène pour répondre spécifiquement à leurs besoins ou à leur situation. Ça, c'est un aspect un peu particulier du coaching que je vais pas développer maintenant. Et au fil de ce congrès, et grâce notamment aux images de Jean-Claude Guimberteau, je vois encore mieux le miroir entre les comportements cellulaires à l'intérieur et les comportements individuels à l'extérieur. Merci, Eve. On va accueillir maintenant la professeure Rebecca Pratt, qui se joint à nous depuis les États-Unis. Elle est professeure d'anatomie à l'université d'Auckland. Elle enseigne l'anatomie depuis des années. Elle a obtenu des prix pour ses travaux d'excellence et ses publications. Elle a été également, jusqu'à ces derniers temps, présidente de la Fascia Research Society, et je la remercie sincèrement pour l'accueil qu'elle a fait. Je me suis permis de lui écrire au mois de décembre, je crois, pour lui présenter le congrès, et au vu du programme, elle a accepté que la Fascia Research Society soit partenaire et soutien scientifique du congrès. Hi Rebecca. Hello. Bonjour. Bonjour. Thank you so much. Merci beaucoup, honoré et impressionné de l'organisation de cette équipe. Nous avons énormément appris. Et
C'est une superbe opportunité de parler depuis l'autre côté de l'Atlantique. Je suis vraiment désolée de ne pas parler français, mais j'aimerais vous dire que ce que vous faites avec Fascia France et avec toutes les personnes impliquées, ça a vraiment attiré mon attention. Ça résonne énormément avec ce que je fais et j'ai le même sentiment. Comme on l'a dit dans l'introduction, je vis aux États-Unis. Donc, mon métier est assez ancien. C'est l'une des premières sciences. C'est un métier qui a 5000 ans. Et elle est basée sur la dissection. Donc, ma discipline signifie couper en morceaux. Donc, moi, j'essaye de changer la définition de l'anatomie pour aller plus loin que cette dissection. On a supprimé des choses qui existaient il y a des siècles. Donc, la question que mes collègues me posent toujours, c'est « Mais pourquoi utiliser les fascias ? Pourquoi, après 800 ans, on aurait besoin de revenir à cette étude qui a des siècles ?» Cela nous donnera la possibilité de remettre en question, de faire avancer l'humanité, tout simplement. Le docteur Robert Schleip est un collègue très brillant et il a mis en évidence le fait que la thérapie manuelle, le massage, l'acupuncture sont très importantes pour diriger la communication cellulaire au reste du corps. C'est le chaos linguistique, en particulier dans la recherche sur le fascia. C'est un domaine qui est encore assez vierge, qui est distinct de la médecine occidentale. Et cette médecine occidentale qui, encore une fois, pense en silo, et donc il lui fallait un mot, et ça fait des siècles qu'on a décidé que ce serait du tissu conjonctif. Et avec vous et moi, en tant que professeur aux États-Unis, je pense que nous savons tous que l'objectif du praticien doit être de trouver la santé parce que n'importe qui peut trouver une maladie. Je ne vous présente plus Lynn Rickel, je voudrais juste, parce qu'elle est déjà venue plusieurs fois sur le podium, je voudrais juste rappeler qu'elle est professeure associée à l'UFR Santé de La Réunion, où elle s'investit depuis 10 ans dans la formation des professionnels de la santé. Elle est aussi reconnue pour son expertise en fasciathérapie et son engagement dans l'accompagnement en psychopédagogie de la perception et en méditation pleine présence. Donc nous travaillons ensemble dans le DU Méditation et Relations de Soins, que nous enseignons ensemble à l'île de La Réunion. Donc on va parler là des enjeux formatifs de la méditation pleine présence chez des kinésithérapeutes qui pratiquent la fasciathérapie. Alors, j'ai fait cette petite étude dans un contexte particulier du diplôme universitaire c'était le DU de méditation et relations de soins, analyse thématique, qui est une étude exploratoire sur les mémoires des participants de ce DU, avec une population, bien sûr, de kinésithérapeutes pratiquant la fasciathérapie, méthode Danny Bois. Et puis, évidemment, il y a une qualité de présence qui est accrue, une qualité d'écoute et une évolution vers une qualité de présence qui est aussi beaucoup plus équilibrée, plus humaine, bienveillante et empathique. Voilà une genre d'étude de faisabilité qui mériterait d'être développée.